Bonjour tout le monde, nous voilà en 1933 et Hollywood va enfin regarder la crise en face. Les recettes des salles s'effondrent, le tiers des 19 000 salles du pays doit fermer, il y a 13 millions de chômeurs contre 2 millions en 1929. Un nouveau genre de film voit le jour, le film noir ou le film de gangster, avec notamment La Ruée de Frank Capra qui dénonce la spéculation boursière, ceux de la zone, le premier film à décrire les conditions de vie misérables, ou encore Les enfants de la crise, un drame social sur la dépression où l'on suit deux adolescents qui deviennent vagabonds. Quelques anecdotes cette année-là. Il y a l'ouverture du premier drive-in à Camden dans le New Jersey et il accueille plus de 4000 automobilistes en plein air. C'est aussi l'année où la Cinémathèque nationale française voit le jour. Le réalisateur allemand Fritz Lang, connu notamment pour Metropolis, M le maudit ou encore Le mépris, pour n'en citer que quelques-uns, faut croire que j'aime bien les M, refuse de devenir le metteur en scène officiel du régime nazi et quitte l'Allemagne pour Paris. Il faut savoir qu'Hitler était un grand passionné de cinéma et en 1933 il a voulu nommer Fritz Lang à la direction de l'industrie cinématographique allemande. Le cinéma sous le régime du Troisième Reich mériterait un chapitre à lui seul, c'est juste passionnant. Et il y a Mary Pickford. Vous connaissez? Parce que moi je ne connaissais pas du tout. Donc en gros, c'est une immense figure du cinéma américain. Elle a eu énormément d'influence dans le développement de son métier et la place de la femme dans la branche cinématographique. Elle est aussi cofondatrice des studios United Artists et de l'Academy of Motion Picture Arts and Science en 1919, avec Charlie Chaplin, entre autres. Elle fait partie des plus grands pionniers des débuts d'Hollywood. Elle a joué dans 236 films en 27 ans, ce qui fait à peu près une moyenne de 9 films par an. Incroyable. Faudrait qu'elle m'explique comment elle fait. La fin du muet lui est fatale car en 1933 elle joue son dernier film et arrête la comédie. Elle fait du coup racheter tous les films muets dans lesquels elle a joué, jugeant qu'ils sont devenus ridicules, mais elle continue à produire des films. Aujourd'hui, l'American Film Institute la désigne comme la 24e plus grande star féminine de tous les temps. En 1933, il y a aussi la construction de la Maison du Peuple par le Parti socialiste veuvezan, comprenant une brasserie, des magasins, des salles de réunion et un cinéma, le Rex, eh oui. Le Parti socialiste cherche un exploitant pour la brasserie et le cinéma, et c'est monsieur Jean Muller qui est choisi. Et il appelle aussitôt son neveu, Léon Moser, pour reprendre le cinéma, disant que c'est un métier de saltimbanque et que lui ne veut pas le faire. Léon Moser, donc mon grand-père, de 26 ans, complètement inexpérimenté, est propulsé directeur de la plus grande et la plus moderne des salles de cinéma de Vevey à l'époque. Le 27 octobre 1933 a lieu l'inauguration du Rex, et dans 1 an et demi, on fêtera les 90 ans. Ça fait un bail. Donc la presse annonce l'événement la veille et rappelle, comme mon grand-père d'ailleurs, que le cinéma Rex n'a administrativement et financièrement rien de commun avec la Maison du Peuple et le Parti Socialiste veuvezan. Le nom Rex, roi, marque d'ailleurs bien cette différence, et mon grand-père insiste sur le fait que le cinéma est un lieu populaire pour toutes et tous, apolitique et areligieux. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Quelques chiffres. Le premier film, La Maternelle, avec Madeleine Renaud, le prix de la place au Rex était de 1 à 3 francs à l'époque, 3 francs suisses donc. 4 autres cinémas à Vevey, le Touring, le Select, le Royal et l'Oriental, qui aujourd'hui est devenu le théâtre du même nom. Et il y avait 570 places, plus une centaine au balcon au Rex. Comme beaucoup de cinémas à l'époque, il y avait une scène, et les haut-parleurs et l'écran montaient dans le plafond pour pouvoir laisser la place à la fosse avec l'orchestre, ainsi que la scène pour que les artistes des spectacles musicaux, ainsi que les comédiens et comédiennes, jouent les prologues des futurs films qui allaient passer en salle pour pouvoir faire leur publicité. Donc en gros, c'était les bandes annonces d'aujourd'hui. Après ce petit passage à Vevey, retour aux Oscars. 2 comédies musicales, Une heure près de toi et Le lieutenant souriant, 6 drames, Arrow Smith, 5 Star Final, Le champion, The Champ, Shanghai Express, Bad Girl et Grand Hôtel. Pour cette première adaptation du livre de Vicki Brown, car il y a eu 3 adaptations, Greta Garbo était pressentie tout de suite pour jouer le rôle de la ballerine russe, mais ils sont quand même posé des questions étant donné qu'elle avait un accent suédois. Joan Crawford aussi était préconisée pour le film, mais elle refusait de jouer tant que Greta était dans le film. Ils se sont arrangés pour faire en sorte qu'elle ne joue jamais dans les mêmes scènes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était 2 grandes rivales, c'était 2 des actrices les plus connues et les plus grandes stars en fait de la MGM, tout comme le reste du casting du film. Et c'est dans ce film que Garbo prononce sa célèbre réplique « I want to be alone », je veux être seule.
nommée la 30e plus célèbre citation du cinéma américain. J'y vais tout de suite. Grand Hôtel. Alors j'ai beaucoup aimé, peut-être un peu long au début pour la mise en place des personnages, mais sinon je me suis pas ennuyée une seule minute. Il y a beaucoup d'histoires en parallèle, c'est d'ailleurs un film choral, c'est d'ailleurs le précurseur des films chorales, où tous ces personnages s'entremêlent, où aucun personnage n'a plus d'importance que sur un autre, et où chacun a ses petites énigmes à lui seul, qui forment le grand melting pot du film. Ça s'appelle un peu les destins croisés. Petit bémol cependant, Greta Garbo, j'attendais pas mal d'elle et elle surjoue pas mal. À mon avis, peut-être que c'est lié à son rôle, elle est très maniérée et ça m'a pas mal dérangée. Donc Joan Crawford, elle, prend vraiment une ampleur incroyable, elle joue vraiment admirablement bien et elle perce l'écran, clairement. C'est un des films les plus représentatifs de la MGM et de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, de par son scénario qui est bien écrit, son immense décor somptueux, le film qui est entièrement tourné en studio. Sa réalisation fait l'objet aussi d'une grande préparation et d'innovation, il y a des 360 degrés, le casting et l'interprétation des comédiens est magistrale, apparemment tous les publics auraient adhéré. Il est de ce fait considéré comme un des tout premiers classiques du cinéma parlant. Il est en noir et blanc, encore, ça fait 2 ans que la couleur existe, mais le premier film qui recevra l'Oscar du meilleur film en couleur, ce sera Autant en emporte le vent, en 1940. Prochain film sur la liste, Cavalcade, un drame familial. Je vous en dirai pas plus et je vous dis à très vite.